Tout ce que dit la Fed doit être interprété comme étant pire que ce qu'ils annoncent, car la Fed présente toujours une image extrêmement optimiste de la situation. Pendant toute cette période, de 2009 à 2012, alors que l'économie était très faible, ils affirmaient sans cesse que l'économie était stable, que la reprise était régulière. Ils disaient toujours que tout allait bien. Et au fait, nous maintenons les taux d'intérêt à 0,25%. La véritable preuve, c'est qu'ils avaient peur de laisser les taux d'intérêt augmenter ne serait-ce qu'à 0,5% à l'époque. Ils étaient totalement obsédés par le fait de les garder à zéro parce qu'ils savaient que l'économie était en réalité désastreuse en 2011, mais ils n'étaient pas prêts à l'admettre. Le fait qu'ils soient prêts à dire « Oh, nous voyons peut-être des licenciements massifs à venir » ou « Nous pensons que le risque de chômage est désormais élevé », ce sont le genre de choses que l'on commence à voir de plus en plus dans les documents de la Fed. Je dirais que ce sont tous des signaux d'alerte qui devraient vraiment nous inciter à la prudence. Ils essayent de minimiser la situation, mais ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Je pense que cela justifie de se préparer. Et puis concernant les données anecdotiques, en réalité, ce ne sont même pas des anecdotes. Si l'on regarde les données sur les retards de paiement des crédits automobiles, les défauts de paiement sur les prêts hypothécaires, tout cela va à l'encontre d'une économie robuste. Donc pour l'avenir, je ne suis pas particulièrement optimiste concernant. Bienvenue à tous. L'économie américaine a connu une contraction de 0,3% au premier trimestre de cette année. Et la Réserve fédérale vient d'émettre un avertissement concernant les risques croissants de stagflation. Le président Trump a répété à plusieurs reprises qu'il était temps de baisser les taux d'intérêt. Cette volonté de stimuler l'inflation monétaire profite-t-elle à l'économie réelle ou à Wall Street? Pour nous aider à comprendre les récents développements économiques, nous recevons Ryan McMaken. Ryan est économiste, rédacteur en chef exécutif à l'Institut Mises et auteur. Je mettrai les excellents articles de Ryan dans la description ci-dessous. Ryan, bienvenue à nouveau. C'est un plaisir de vous revoir. Merci. C'est un plaisir d'être de retour. Depuis quelques semaines, le président Trump a à plusieurs reprises exhorté la Réserve fédérale à baisser les taux d'intérêt. Trump a même déclaré que le président de la Fed, Powell, était, je cite, « toujours en retard et toujours dans l'erreur ». Pourriez-vous planter le décor en expliquant d'un point de vue purement économique, afin d'aider nos téléspectateurs à comprendre la relation entre la baisse des taux d'intérêt dans le contexte actuel, les récents enquêtes de la Fed et le taux d'inflation? Oui. Eh bien, ce qu'il faut savoir à propos de Trump, c'est qu'il est apparemment partisan des taux d'intérêt bas, malgré ce qu'il avait dit avant d'être élu la première fois. Lorsqu'il se présentait pour la première fois, il avait fait des commentaires sur le fait que la Fed était trop engagée dans une politique monétaire accommodante, qu'elle faisait trop baisser les taux d'intérêt et qu'elle imprimait trop d'argent, je cite, ce genre de choses. Mais ensuite, dès qu'il est devenu président, comme le font généralement les présidents, il a voulu des taux d'intérêt plus bas. Il voulait plus d'argent facile parce que ça stimule l'économie, du moins à court terme. Et quand on est président, c'est tout ce qui compte, le court terme. On essaye juste d'arriver jusqu'aux prochaines élections de mi-mandat. Vous essayez simplement de gagner 4 ans de plus. Donc dans leur esprit, une bonne solution consiste toujours à baisser davantage les taux d'intérêt. Maintenant, la question est, qu'est-ce que cela signifie de baisser les taux d'intérêt? Lorsque nous pensons à la politique de la Réserve fédérale en termes de taux d'intérêt, nous devons nous demander s'il s'agit d'une politique inflationniste ou anti-inflationniste.
Par inflationniste, nous entendons ici qu'elle augmente la masse monétaire. Habituellement, lorsque la Fed utilise ce terme, elle parle de l'inflation des prix. Mais dans ce cas, il cherche à augmenter la masse monétaire. Et on y parvient souvent avec des taux d'intérêt bas. Il existe aussi d'autres moyens d'y parvenir. Mais lorsqu'ils parlent de politique de taux d'intérêt bas, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils souhaitent que plus d'argent entre dans l'économie, que plus d'argent circule dans l'économie afin de stimuler l'emploi à court terme. Cela crée également des risques d'inflation des prix. Ça crée un risque d'augmentation de l'inflation des prix, mais ils considèrent que cela en vaut la peine pour stimuler l'économie en termes de création d'emplois, d'augmentation du PIB et de ces chiffres qui donnent l'impression d'une économie en forte expansion. C'est pourquoi les présidents veulent des taux d'intérêt plus bas. Et c'est pourquoi, lorsque l'économie semble stagner ou se contracter, les présidents de la Réserve fédérale commencent à parler de baisser les taux d'intérêt ou mettent en place des baisses de taux d'urgence, ce genre de choses. Le problème, c'est que cela exerce une pression sur l'inflation des prix, et ce n'est vraiment pas ce que nous devrions faire en ce moment. Nous sortons tout juste d'une période de 2 ans où nous avons atteint des sommets d'inflation des prix inédits depuis 40 ans. Et même, la Fed admet que nous ne sommes jamais revenus à l'objectif de la Fed de 2% d'inflation des prix. J'irais même jusqu'à dire, bien sûr, que cela devrait être 0%. Ça ne devrait pas être 2%. En fait, cela pourrait même être négatif. Historiquement, en Amérique, lors des périodes de plus forte croissance économique, la hausse des prix était négative, dans le sens où il y avait en réalité de la déflation. Et les prix que les gens payaient pour les biens et services baissaient effectivement. Dans une économie innovante et en expansion, dans un marché libre, la tendance naturelle des prix est en réalité à la baisse. Mais la Fed, parce qu'une grande partie de son rôle est de garantir qu'il y ait toujours une liquidité disponible pour le gouvernement central, ainsi que pour ses amis du secteur financier, a un biais en faveur de l'expansion monétaire. Ils ont donc inventé, dans les années 90, cette idée d'une inflation à 2%. Et comment s'assurer qu'elle augmente toujours d'au moins 2%? Et en réalité, nous sommes au-dessus de ce chiffre, plutôt autour de 2,5% à 3% actuellement. Comment garantir que cela se produise? Il s'agit d'injecter constamment plus de liquidités dans l'économie dans le but de faire baisser les taux d'intérêt. C'est donc dans ces termes qu'il faut réfléchir. Les taux d'intérêt doivent-ils être élevés ou bas? Lorsque les décideurs politiques parlent de les faire baisser, ils parlent en réalité de les forcer à la baisse. Car dans un marché libre, dans les conditions actuelles, les taux d'intérêt seraient presque certainement plus élevés qu'ils ne le sont. Peut-être même beaucoup plus élevés. Donc le fait que vous voyez les taux d'intérêt rester stables ou même parfois baisser, c'est dû à une intervention gouvernementale active, soit par la Banque centrale, soit par d'autres moyens. Il s'agit donc d'une politique inflationniste visant à augmenter la masse monétaire, ce qui crée une pression à la hausse sur les prix et pénalise différents groupes de personnes de différentes manières. C'est donc le contexte général qu'il faut garder à l'esprit. Vous avez rédigé cet article absolument excellent et très direct intitulé « La politique monétaire inflationniste de Trump favorise Wall Street au détriment de Main Street ». Pour nos spectateurs, je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Vous soutenez donc qu'une politique de taux d'intérêt bas profite en réalité aux plus riches et non aux personnes à faible ou moyen revenu. Cela va à l'encontre de la perspective conventionnelle, car les gens pensent que si l'argent est bon marché, c'est toujours bénéfique pour les personnes à faible revenu. Pourriez-vous nous expliquer votre raisonnement? Oui. Historiquement, les marxistes et d'autres personnes de gauche ont longtemps soutenu
du moins depuis l'industrialisation, que des taux d'intérêt plus bas et davantage d'inflation, plus d'inflation monétaire, profitent davantage aux personnes à faible revenu. Et cela reposait sur l'idée, une idée empiriquement fausse, que les pauvres dépendent davantage de la dette et s'endettent plus que les personnes possédant beaucoup de biens et de revenus. Et cela est empiriquement faux, surtout si l'on regarde le volume du type de dette contractée, par exemple, par les 5 ou 10% les plus riches. La dette est bien plus importante pour les personnes à revenus élevés et à patrimoine élevé que pour celles à faible patrimoine. Certes, les personnes à faible patrimoine contractent des prêts. Mais si l'on se demande à quelle classe sociale profite le plus le fait de forcer l'inflation monétaire à la hausse et de maintenir des taux d'intérêt bas, ce sont les personnes de la classe supérieure, car ce sont elles qui remboursent de loin le plus de dettes. Et ils vont aussi rembourser d'anciennes dettes en empruntant encore plus d'argent. Ils vont renouveler les dettes. Ils vont utiliser de nombreux instruments sophistiqués pour faire tourner cette boule de dette. Les personnes à faible revenu pensent simplement à rembourser un prêt immobilier ou un crédit auto. Ils ne sont pas aussi sophistiqués dans leur utilisation de la dette. Et ils ne profitent pas non plus des taux d'intérêt bas, de la même manière que les personnes à patrimoine élevé, car lorsqu'on regarde les taux d'intérêt bas, ceux-ci évoluent souvent à l'inverse de la valeur des actifs. Exactement. Donc on fait baisser les taux d'intérêt, et tout à coup, à mesure que les taux hypothécaires baissent, les prix de l'immobilier augmentent. Et ça s'explique par le fait que les gens peuvent se permettre d'acheter une maison plus chère si les taux d'intérêt sont plus bas. Et ça se produit aussi avec d'autres actifs. Il existe donc une relation qui vous avantage si vous possédez beaucoup d'actifs. Parce que si vous détenez beaucoup de biens immobiliers, eh bien si la baisse des taux d'intérêt fait grimper les prix de l'immobilier, votre valeur nette augmente et vous pouvez obtenir plus de levier. Vous pouvez maintenant contracter plus de dettes. Vous pouvez investir ailleurs maintenant, car votre patrimoine est bien plus élevé. Si vous ne possédez pas beaucoup d'actifs, que vous n'avez pas d'actions, que vous ne contractez pas de dettes pour acheter ces actifs, et que vous ne possédez pas beaucoup d'immobilier, qui verrait ses prix augmenter si les taux d'intérêt étaient plus bas, alors vous n'en profitez pas autant. Et ça, je pense que c'est une théorie solide. Mais je ne me suis pas contenté de la théorie. Dans l'article que vous avez mentionné, j'ai passé en revue différentes études empiriques présentées dans la littérature académique et ailleurs, et elles examinent vraiment, d'accord, quelle est la réalité d'un environnement à taux d'intérêt bas. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que oui, cela a clairement profité davantage aux groupes à revenus et patrimoine élevés. Et parfois, cela n'a absolument pas profité aux groupes à faible revenu. Ils n'ont en fait ressenti aucun impact positif. Leurs bénéfices étaient tout simplement nuls. Mais même dans les cas où les deux groupes en ont tiré profit, les groupes à haut revenu en ont tiré un avantage nettement supérieur, parfois plusieurs fois plus, voire d'un ordre de grandeur supérieur, et cela alimentait l'inégalité. Aujourd'hui, on entend parler d'inégalité en permanence à gauche, et c'est un point important à soulever, qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un podcast à part entière. L'inégalité est-elle une bonne chose? Et bien sûr, l'inégalité, lorsqu'elle se produit dans un marché libre, n'a rien de nécessairement mauvais. C'est simplement naturel, cela va arriver. Mais nous n'avons pas besoin d'une inégalité alimentée par la politique gouvernementale, par une mauvaise politique monétaire. Et il s'avère que une grande partie de l'inégalité que nous voyons aujourd'hui, comme pendant les confinements liés au Covid, alors qu'ils appliquaient ce qui était essentiellement une politique de taux d'intérêt zéro, la valeur nette des riches montait en flèche, tandis que les gens ordinaires voyaient à peine leur situation stagner, s'ils avaient de la chance. Beaucoup ont même vu leur salaire réel baisser pendant cette période, à mesure que l'inflation augmentait.
ils n'en bénéficiaient pas autant. Donc, une grande partie des inégalités que la gauche met en avant et attribue au marché libre est en réalité due à la Banque centrale et à la politique monétaire. C'est donc quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. La politique de taux d'intérêt bas profite surtout aux détenteurs d'actifs et peut ne pas du tout bénéficier aux groupes à faible revenu. Mais elle est aussi un facteur important qui alimente toutes ces inégalités utilisées pour justifier de nombreuses politiques de gauche et anti-marché. Il faut donc garder cela à l'esprit. Et ce ne sont pas seulement des théories qui le soulignent. Il existe également de nombreuses preuves empiriques à ce sujet. En effet, j'ai été vraiment choquée par les recherches ou les preuves empiriques que vous avez citées dans votre article. Je vais simplement lire une phrase ici. Vous écrivez: les résultats de cette recherche impliquent qu'une baisse d'un point de pourcentage du taux directeur augmente le revenu disponible d'environ 1% pour les ménages situés au milieu de la distribution des revenus, contre plus de 4% pour le groupe des revenus les plus élevés et quasiment 0 pour les revenus les plus faibles. Je pense que cela illustre parfaitement ce que vous venez de décrire. Oui, et cela faisait partie de plusieurs études. Et si nous voulons entrer dans d'autres détails également, je cite un livre intitulé Engine of Inequality, qui fait référence à la Banque centrale, la Réserve fédérale. Et elle examine la question des prix de l'immobilier, n'est-ce pas? On pourrait penser que les personnes à faible revenu possèdent aussi des maisons. Mais ce qu'elle a constaté, c'est qu'en réalité, ce sont les maisons du haut de gamme qui prenaient de loin le plus de valeur. Et il s'agissait aussi de maisons situées dans des marchés clés, les marchés côtiers, là où les maisons sont les plus chères et où vivent les personnes aux revenus les plus élevés. Il s'est avéré que pendant cette période, on parle de la période post-2008 jusqu'à environ 2020, cette période d'assouplissement quantitatif, de politique de taux d'intérêt ultra bas à la Bernanke-Yellen, ce sont ces maisons-là qui en ont le plus profité. Elle disait que si vous possédiez beaucoup de biens immobiliers dans les régions moins glamour des États-Unis, là où vivaient des personnes d'une richesse plus modérée, comme le Minnesota, l'Iowa, le Midwest, ces maisons ne prenaient pas autant de valeur que dans des endroits comme Miami, San Francisco, Boston, New York, ce genre de villes. Donc géographiquement, cela favorisait même les communautés qui bénéficiaient déjà de ce type de politique, qui avantage essentiellement les banquiers d'investissement et les détenteurs d'actifs. Les habitants de l'Amérique centrale, qui étaient mécaniciens ou agents d'assurance, ce genre de personnes, bien plus éloignées des groupes financiers riches des deux côtes, ne s'en sortaient pas aussi bien. Il existe donc de nombreuses façons d'analyser ces données, et il s'avère, à bien des égards, que cela profite à certains groupes bien plus qu'à d'autres. Exactement. Donc la Réserve fédérale a fait quelques commentaires le 7 mai. Quels sont les principaux points à retenir des déclarations de la Fed et de la direction qu'elle semble prendre? Eh bien, la Fed a annoncé lors de sa dernière réunion du FOMC qu'elle maintenait les taux d'intérêt inchangés. Je pense que c'était attendu. Et je dirais que, compte tenu de l'alternative qui serait de baisser encore les taux d'intérêt, c'est une bonne chose, je suppose. Maintenir les taux d'intérêt stables pendant une période significative est en fait mieux que de les modifier constamment, car cela apporte une certaine stabilité. Cela permet au marché de vraiment s'ajuster à un certain taux d'intérêt. Et cela impliquerait également une intervention moindre de la Banque centrale dans l'économie si elle se contente de maintenir le cap. Lorsqu'ils sont vraiment interventionnistes et qu'ils essayent de modifier et en somme de planifier centralement l'économie en cherchant à atteindre le taux d'intérêt parfait, c'est parfois là qu'ils peuvent causer le plus de dégâts.
that's sometimes when they can do the most damage. So if they would just sit on Donc, s'ils se contentaient de maintenir ce taux cible de 4,5% pour le taux des fonds fédéraux pendant longtemps, cela permettrait en réalité au marché de vraiment s'ajuster à cette situation et de retrouver un peu de bon sens et de vraiment commencer à comprendre quels sont les prix des choses réelles. Je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent cela. Cependant, ils le font simplement parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Beaucoup de questions ont été posées lors de la conférence de presse avec Jerome Powell, juste après qu'il soit sorti de la réunion du FOMC et ait lu une déclaration. Et tout cela. Et il a admis que l'économie semblait plus fragile, que le risque à la fois d'inflation des prix et de perte d'emploi était élevé. Mais ils ne prennent toujours aucune mesure parce que je pense simplement qu'ils ne savent pas quoi faire. Et c'est exactement ce qu'ils font beaucoup ces derniers temps. Oh, nous allons prendre du recul et nous sommes guidés par les données, prétendent-ils. Mais en réalité, ils n'en ont aucune idée. Voilà pour tout ça. Si vous pensez que la Fed dispose d'économistes spéciaux qui sont vraiment doués pour faire des prévisions et peuvent prédire ce qui va se passer ensuite dans l'économie, il n'y a absolument aucune raison de le croire. Ils ne sont pas meilleurs que ces gens qui tweetent sur X à propos de ce que l'économie va faire ensuite. Beaucoup de ces personnes sont en fait plus perspicaces que les économistes de la Fed. Donc ils vont juste rester en retrait. Ils maintiennent le cap. Mais nous savons qu'en réalité, ils adoptent une approche plus souple qu'ils ne le laissent entendre. Parce que oui, même s'ils maintiennent le taux d'intérêt, ils sont en fait devenus plus accommodants en ce qui concerne leur portefeuille. Il y a donc deux outils que la Fed utilise actuellement en matière de politique monétaire. Oui, elle fixe un taux cible pour le taux des fonds fédéraux, qui est un taux d'emprunt à très court terme. Elle s'en sert pour injecter davantage de liquidités sur le marché. Donc, abaisser ce taux cible permet d'injecter plus de liquidités et de faire circuler davantage d'argent dans l'économie. Mais il y a une autre chose qu'elle fait, c'est soit réduire, soit augmenter la taille du bilan de la Fed. Avant 2008, cela n'avait vraiment aucune importance. Ce n'était pas pertinent, car le bilan de la Fed était très petit. Mais après le début de la crise financière en 2008, la Fed a commencé à acheter beaucoup d'actifs. Et que se passe-t-il lorsque la Fed achète des actifs? Cela augmente les prix de ces actifs parce que cela augmente la demande pour ces actifs. Donc, cela contribue à faire monter les prêts hypothécaires parce que qu'achetaient-ils? Ils achetaient un tas de titres adossés à des hypothèques. Et cela contribue également à faire monter les prix des obligations d'État qu'ils achetaient aussi. Et donc, si vous connaissez un peu la finance, vous savez que lorsque le prix des obligations augmente, le taux d'intérêt baisse. C'était donc aussi un effort pour faire baisser les taux d'intérêt. Pendant cette période, la Fed a accumulé, mon Dieu, 8, presque 9 000 milliards de dollars d'actifs. La plupart étaient des obligations d'État, mais une part significative, environ un tiers, était aussi composée de titres adossés à des hypothèques. Et c'est donc tout simplement une subvention directe au gouvernement fédéral en rachetant ces obligations. Et c'est aussi une subvention au secteur hypothécaire. Ils détenaient donc tous ces actifs, ce qui a contribué à maintenir les prix élevés et a également stimulé la demande globale de prêts hypothécaires. C'était bénéfique pour le secteur hypothécaire. Et il a été reconnu qu'à un moment donné, il faudrait probablement retirer ces actifs de leur bilan. Ainsi, à partir de 2024 environ, ils ont commencé à vraiment laisser ces actifs sortir progressivement. Maintenant, seule une partie a été retirée. Je pense qu'on est seulement redescendu à, je ne sais pas, 7 000 et quelques milliards, peut-être même encore plus de 8 000 milliards, dans le portefeuille global. Mais leur objectif, depuis plusieurs mois, était de réduire ce portefeuille d'environ 25 milliards de dollars par mois.
Mais en mars, ils ont fait marche arrière et ont réduit ce montant à 5 milliards de dollars par mois. Donc, alors qu'ils laissaient davantage d'actifs sortir de leur bilan, ce qui revenait essentiellement à permettre une légère hausse des taux d'intérêt, ils ont soudain paniqué et arrêté cela parce qu'ils ont sans doute perçu une certaine faiblesse dans l'économie. Il est toujours difficile de deviner quelles sont leurs motivations. Et ils ont fait marche arrière. Cela a donc eu pour effet, en fin de compte, de faire baisser les taux d'intérêt. Ils adoptent en réalité une position accommodante, mais sans utiliser le taux d'intérêt directeur. Ils utilisent leur portefeuille pour ajuster la quantité de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires qu'ils laissent revenir sur le marché. Et en fait, ce que cela fait, c'est que cela réduit quelque peu la liquidité dans l'économie et a un effet déflationniste, un effet de hausse des taux d'intérêt. Donc, quand on prend en compte ces deux éléments, malgré ce qu'ils disent sur le maintien du cap, ils sont en réalité un peu effrayés et privilégient davantage la liquidité, pas moins. Ils ont donc clairement une préférence pour une politique de taux d'intérêt plus bas, même maintenant, même s'ils n'utilisent pas le taux des fonds fédéraux pour y parvenir. Je constate donc que la Fed reconnaît que l'économie n'est pas très forte. Ils savent qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ils n'ont commencé à l'admettre que plus tard dans leur publication du Beige Book et lors de leur conférence de presse mercredi. Donc en voyant cela, je me prépare à ce qu'ils paniquent vraiment et abaissent encore davantage les taux d'intérêt. Mais il se peut qu'ils aient encore suffisamment peur de l'inflation des prix pour essayer d'être vraiment prudents à ce sujet. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ils ont admis qu'ils n'avaient jamais réussi à ramener l'inflation des prix à leur objectif de 2%. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils ont prévu. Mais je dirais que leur tendance générale est, en termes de crainte globale, une inquiétude concernant la stagnation gouvernementale, accompagnée de craintes liées à l'inflation des prix. Ils sont donc en quelque sorte paralysés parce que ces deux politiques sont en contradiction l'une avec l'autre. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire ensuite. Mais je ne dirais pas que leur communiqué de presse cette semaine et leur conférence de presse devraient inspirer beaucoup de confiance quant à la direction générale de l'économie. Alors que Trump plaide pour une baisse des taux d'intérêt, vous avez souligné que la croissance de la masse monétaire augmente chaque mois depuis près de 7 à 8 mois consécutifs. J'aimerais donc aborder la question de l'augmentation de la masse monétaire dans le contexte de la valeur du dollar américain. Je sais que beaucoup de mes spectateurs s'intéressent particulièrement à ce sujet. Début mai, le dollar américain a connu une baisse notable de sa valeur par rapport à un panier de grandes devises. Plus précisément, il y a eu une diminution de près de 9% depuis début janvier, depuis le retour de Trump à la présidence. Cette baisse est attribuée, d'après ce que je comprends, à des facteurs tels que l'évolution des politiques tarifaires, les revirements, les incertitudes économiques et bien sûr, les inquiétudes concernant la situation budgétaire des États-Unis, étant donné que les dépenses déficitaires augmentent et que la dette nationale est totalement hors de contrôle. Donc, si la Fed adopte effectivement une politique de taux d'intérêt plus bas, cela ne risquerait-il pas de faire baisser encore davantage la valeur du dollar américain à l'avenir? Oui, ce serait le cas. Une politique de taux d'intérêt plus bas tend à entraîner une dépréciation du dollar, et cela a une importance pour le commerce international de différentes manières, ainsi que pour la valeur internationale du dollar. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que Trump est obsédé par les exportations, n'est-ce pas? Il a cette idée qu'il veut moins d'importations et plus d'exportations. Eh bien, un moyen simple de stimuler les exportations est de rendre le dollar moins cher. Il parlait même d'une nouvelle Fed
ou je suppose d'une nouvelle politique de Trump, pour un dollar moins cher. Il y avait même des spéculations selon lesquelles il allait rencontrer un groupe de dirigeants mondiaux à Mar-a-Lago et qu'ils allaient tous se mettre d'accord pour déprécier le dollar. Ils allaient appeler cela les accords de Mar-a-Lago. Et cela visait à refléter les accords du Plaza du milieu des années 1980, où ils avaient explicitement voulu déprécier le dollar afin d'encourager davantage d'exportations américaines et de réduire les importations étrangères. Et la raison à cela, n'est-ce pas, c'est que si vous êtes un étranger et que le dollar est vraiment cher, il est plus difficile d'acheter des dollars pour pouvoir acheter plus de produits américains. Donc, si vous dépréciez le dollar, plus de gens peuvent se procurer des dollars et acheter davantage de produits américains. Et malgré Volcker, Paul Volcker, n'est-ce pas, qui a célèbrement relevé les taux d'intérêt à plus de 20%, ce qui a contribué à briser le cycle inflationniste du début des années 1980, Volcker a depuis acquis la réputation d'être un partisan de la monnaie forte. Mais Volcker était tout à fait favorable aux accords du Plaza. Sous Reagan, il y avait davantage de preuves de collusion entre la Maison-Blanche et la Banque centrale, malgré tous ces mythes sur l'indépendance de la Fed. La Fed et la Maison-Blanche ont collaboré pour déprécier le dollar lors des accords du Plaza. Donc la question était, peut-on stimuler les exportations en rendant le dollar moins cher avec ces accords de Mar-a-Lago? L'administration pourrait être très intéressée par cela. Une politique de dollar faible, simplement pour stimuler les exportations, afin que les étrangers puissent obtenir plus de dollars et acheter davantage de produits américains. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Et il pourrait aussi vouloir un dollar moins cher. Enfin, je ne dirais pas qu'il souhaite un dollar moins cher, mais plutôt qu'il souhaite une politique de taux d'intérêt bas, non pas pour stimuler l'économie, mais pour maintenir la dette américaine à moindre coût. Et c'est aussi ce qui se passait dans les années 1980. Voilà. Les États-Unis avaient émis d'énormes quantités de nouvelles dettes lors de la montée en puissance militaire sous Reagan au milieu des années 80. Puis se sont soudainement rendus compte qu'ils ne pouvaient tout simplement pas continuer à payer ce genre de taux d'intérêt sur la dette fédérale. Et il y a donc eu un effort pour faire baisser les taux d'intérêt, ce qui entraîne également un dollar moins cher. Cela pourrait aussi être en train de se produire aujourd'hui, alors que les États-Unis foncent vers 37 ou 38 000 milliards de dollars de dette nationale. Comment peuvent-ils continuer à payer de tels intérêts sur un montant aussi important? Une façon d'y faire face est de déprécier le dollar. Et il n'y a certainement aucune raison de croire que le dollar devient plus cher, comme vous le soulignez. L'offre de dollars, la masse monétaire, ne cesse d'augmenter. Et cela se reflète dans ce dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Ils ne se débarrassent pas de leur portefeuille, ce qui aurait un effet déflationniste, donc ils ne font pas cela. Ils maintiennent les taux d'intérêt stables et les banques commerciales continuent d'ajouter de la liquidité à l'économie grâce à leur propre politique. Ainsi, on voit plus de dollars créés et le montant du dollar américain, qui selon moi, s'élève actuellement à environ 19 000 milliards de dollars en termes d'offres monétaires réelles, a augmenté ces derniers mois. Il a baissé par rapport au niveau extrêmement élevé atteint en 2022, 2023 et aussi en 2021, je crois. Cela pourrait encore baisser un peu, mais c'est toujours bien au-dessus de la tendance. Pour revenir à la tendance d'avant le Covid, il faudrait retirer au moins 5 000 milliards de dollars de l'offre monétaire totale. Donc, nous sommes toujours au-dessus de la tendance en ce qui concerne l'offre monétaire totale. Nous avons toujours affaire à un gouvernement qui est motivé par un dollar moins cher pour deux raisons. Augmenter les exportations et réduire la dette fédérale.
Il y a donc toutes sortes de facteurs différents à prendre en compte. Nous ne devrions tout simplement pas être surpris si la politique vise un dollar plus faible, même si cela déprécie la valeur du dollar à l'international. Je veux dire, ils savent probablement qu'il leur reste encore beaucoup à faire pour affaiblir le dollar, surtout quand on considère ce que font les autres banques centrales, non? La Chine dévalue le yuan. La Banque centrale européenne ne se rend pas service non plus. Elle a déjà commencé à baisser ses taux d'intérêt. De façon assez ironique, Trump, à l'une des occasions où il critiquait Powell, disait justement qu'il agissait trop tard et faisait trop peu en matière de baisse des taux d'intérêt. Il a dit que Powell devrait agir davantage comme la Banque centrale européenne, ce qui est une idée terrible. Mais c'était la suggestion de Trump. Être plus comme l'Europe, ce qui n'est vraiment pas un conseil à donner à un banquier central en ce moment, mais c'est ce qu'il a dit. Et donc, tant que nous savons que la Banque centrale européenne continue de dévaluer sa propre monnaie, que la Chine fait de même, paie, et qu'aucun autre pays ne se tourne vraiment vers une monnaie forte, les Américains peuvent probablement se permettre d'affaiblir un peu leur dollar pour les autres raisons que nous venons d'évoquer. Donc, oui, c'est probablement une politique. Ils veulent simplement s'assurer de ne rien faire qui soit vraiment fatal au dollar. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui risque d'arriver de sitôt si l'on compare avec les autres devises. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que le fait que Trump utilise l'Europe comme exemple, que ce soit sur le plan politique ou économique, est vraiment très discutable et divertissant car l'Europe n'est certainement pas en position de servir d'exemple en matière d'économie ou de politique en ce moment. Mais j'ai été absolument fascinée par quelque chose que vous avez écrit dans un article récent. Et je voudrais attirer l'attention de nos téléspectateurs là-dessus. Je vais le lire pour eux. Vous avez dit, l'argent neuf entre dans l'économie de manière inégale et profite surtout à ceux qui y ont accès en premier. Ceux qui l'obtiennent en premier peuvent le dépenser avant que les prix n'augmentent pour refléter la dévaluation. Et j'ai trouvé que c'était une manière vraiment excellente et très facile à comprendre d'illustrer comment la politique de taux d'intérêt bas, quelque chose que le président Trump soutient et encourage, profite aux plus riches. Pouvez-vous expliquer un peu plus en détail comment l'argent neuf entre dans le système et comment, pour le dire simplement, les riches peuvent en profiter en premier, tandis que le reste de la population doit faire face à la hausse des prix par la suite. Eh bien, il s'agit d'une observation assez ancienne. Elle remonte au moins au XVIIIe siècle. À l'Institut Mises, nous citons l'économiste du XVIIIe siècle, Richard Cantillon, et nous appelons cela l'effet Cantillon. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce nom, il existe depuis un certain temps. Mais l'observation principale de Cantillon était la suivante. Lorsque vous créez de la nouvelle monnaie, lorsque vous augmentez la masse monétaire, elle n'apparaît pas soudainement et de manière magique partout dans l'économie de façon uniforme. Elle doit entrer dans l'économie par certains canaux. Et certaines personnes mettent la main sur cet argent en premier, puis elles peuvent le dépenser en premier. Vous pouvez donc imaginer comment cela fonctionne, n'est-ce pas? Donc, le gouvernement central veut créer de la nouvelle monnaie. Et évidemment, il n'y a pas que les Américains qui font cela. Tous les gouvernements modernes le font. Ils créent de la nouvelle monnaie. D'accord. Comment obtient-on cette nouvelle monnaie? Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'argent distribué par hélicoptère. Ils ne le jettent pas simplement du ciel sur une ville. Normalement, cet argent entre dans l'économie lorsque la Banque centrale achète des obligations d'État d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'un transfert électronique. Ils veulent acheter ces obligations. On appelle cela des opérations d'open market, n'est-ce pas?
La Banque centrale participe à ces opérations en permanence et elle rachète davantage d'actifs lorsqu'elle essaye d'injecter plus d'argent dans l'économie. Donc, une façon simple d'injecter cet argent, c'est que nous achetons plus de choses et ensuite nous enregistrons dans notre ordinateur que nous avons acheté ces obligations. Ainsi, les dollars nouvellement créés, car la Fed n'achète pas ses obligations avec de l'épargne accumulée, elle crée simplement de la nouvelle monnaie pour acheter ses actifs. Cette nouvelle monnaie créée va alors au Trésor parce qu'ils ont acheté ces bons du Trésor. Et donc, maintenant, le gouvernement américain peut redistribuer cet argent d'une manière ou d'une autre. La façon dont il entre souvent en premier dans l'économie, c'est vraiment par le secteur financier. Et le secteur financier, bien sûr, comprend les banquiers d'investissement. Il y a un certain type de personnes, certains niveaux de revenus qui sont concernés par cela. L'argent n'entre pas dans l'économie par le biais de Dollar Tree ou quelque chose de ce genre. Ce sont donc ces agences gouvernementales, les personnes qui reçoivent en premier les dépenses publiques issues de cet argent nouvellement emprunté. Ce sont elles qui peuvent ensuite dépenser cet argent avant que l'économie n'ait pris conscience qu'il y a plus d'argent en circulation. Je reçois de l'argent et en le dépensant, l'économie se rend alors compte que, les gens font monter les prix parce qu'il y a maintenant plus d'argent dans l'économie. Ensuite, les prix commencent à être tirés vers le haut et ils commencent à augmenter. Et si vous êtes simplement une personne ordinaire tout en bas de ce processus, vous ne recevez aucun de ces contrats gouvernementaux. Vous ne faites pas partie du gouvernement lui-même. Vous n'êtes pas dans le secteur financier. Bien sûr, vous finissez par recevoir cet argent nouvellement créé, mais au moment où vous l'obtenez, les prix ont déjà été augmentés dans la majeure partie de l'économie. Ainsi, votre argent est déjà dévalué lorsque vous pouvez le dépenser. Si vous êtes le premier à dépenser, votre argent n'a pas encore été dévalué, car les anciens prix sont encore en vigueur. Donc, vous ne voulez pas être à la fin de ce processus, mais c'est là que se trouvent les personnes à faible revenu. Ils se retrouvent généralement à la fin de ce processus, après que les prix des actifs ont augmenté, que les cours des actions ont grimpé, et même que les produits à l'épicerie coûtent plus cher parce que les producteurs ont déjà remarqué la hausse des prix. Donc, il ne vous reste plus qu'un dollar qui vaut 90 centimes au lieu de 1 euro, et il faut simplement faire avec. Il faut l'accepter. Vous ne profitez tout simplement pas autant que quelqu'un qui travaille lors des adjudications d'obligations et qui touche sa part dès le stade initial où cet argent entre dans l'économie. Ces personnes vivent dans deux mondes totalement différents face à l'inflation. Et c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Je pense que les tarifs douaniers pourraient aussi avoir un lien avec la politique de taux d'intérêt bas. À votre avis, quand les effets des tarifs commenceront-ils à se faire sentir? Et pensez-vous que nous assisterons à une nouvelle poussée vers une politique monétaire accommodante à mesure que les prix commenceront à augmenter en raison des tarifs et peut-être même d'une offre réduite de ces biens? Puisque nous constatons déjà que les expéditions diminuent et que le nombre de navires arrivant aux États-Unis est bien plus faible, quelle est donc votre opinion à ce sujet? Oui, il est probable que nous assistions à une hausse des prix si les tarifs restent en place tels qu'annoncés, n'est-ce pas? Une partie du problème, c'est que la politique est totalement chaotique. Non? Je ne sais pas quels seront les tarifs la semaine prochaine par rapport à la semaine dernière, parce que la politique change constamment. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes liés au fait de donner à une seule personne le contrôle total de la politique fiscale, au lieu de devoir passer par un véritable processus légal au Congrès.
On va juste avoir une personne qui décide sur un coup de tête de la politique tarifaire. Cela crée donc énormément d'incertitudes. Et on peut comprendre pourquoi la Fed ne ment probablement pas quand elle dit qu'il y a beaucoup d'incertitudes et qu'elle n'est pas sûre de la situation. Et c'est un des facteurs. Mais, comme vous le savez, même si la demande reste la même et que l'offre diminue parce que nous recevons moins de livraisons des choses que nous voulons, des choses dont nous avons besoin, cela va entraîner une hausse des prix, car il y aura le même nombre de dollars en circulation pour une quantité décroissante de biens disponibles. Donc oui, vous verrez alors les prix augmenter et le coût de la vie grimper dans ce cas. Et ensuite, on pourrait voir, de façon très maladroite, eh bien, on verra sûrement Trump dans ce contexte. Si l'économie ralentit de cette manière et que le coût de la vie augmente, Trump, parce qu'il ne semble pas comprendre la politique monétaire, ou alors il s'en fiche, peut-être, je ne sais pas, il commencera à réclamer des mesures de relance et voudra des taux d'intérêt plus bas. Il voudra une sorte de plan de relance, ne serait-ce que pour donner l'impression que l'économie repart et que la situation s'améliore. Mais cela ne ferait qu'aggraver la situation, car les prix augmentent déjà, et adopter une politique de taux d'intérêt bas et d'inflation monétaire ne ferait que faire grimper les prix encore plus. On pourrait alors entrer dans une spirale descendante vraiment malheureuse. Mais toute la pensée à court terme consisterait simplement à dire « Oh, stimulons l'économie avec des taux d'intérêt plus bas et cela résoudra le problème. » En réalité, bien sûr, la vraie solution au problème serait simplement de laisser les gens tranquilles. Si vous tenez vraiment aux droits de douane, alors fixez simplement un taux de 10% sur toutes les marchandises entrant dans le pays, puisqu'ils ne cessent de dire qu'ils veulent des recettes provenant des droits de douane. Très bien, parfait. Il suffit de choisir un taux fixe, de l'appliquer partout et surtout. Tout le monde serait au courant et l'économie pourrait alors s'y adapter. Cela réduirait tout de même la quantité de biens et de services que les gens pourraient importer, car les prix seraient plus élevés. Mais 10% c'est bien mieux que 80% ou 145%, comme ces tarifs absurdes qu'il impose sur les produits chinois, etc. Parce que nous, les partisans du libre-échange, sommes accusés de penser que les droits de douane sont la pire forme d'impôt. Les droits de douane ne sont pas forcément pires qu'un impôt sur le revenu. En fait, l'impôt sur le revenu est mauvais pour des raisons politiques, car il viole les droits de propriété de chacun et aussi la vie privée. Je n'ai donc aucune affection pour l'impôt sur le revenu. Mais si vous devez instaurer un impôt qui prend la forme d'un tarif douanier, et c'est tout ce qu'est un tarif, un impôt, il faut que ce soit quelque chose auquel l'économie puisse réellement réagir, s'adapter, et autour duquel elle puisse commencer à s'organiser. Il ne faut pas que ce soit des taxes totalement prohibitives, dont le seul but est de faire grimper les prix, n'est-ce pas? Le but d'un tarif protectionniste, à ne pas confondre avec un tarif de revenu, est différent. Avec un tarif de revenu, vous voulez que les gens importent des biens afin de collecter plus de recettes. Avec un tarif protectionniste, le but est d'augmenter les prix au point que les gens cessent d'acheter les importations. Auquel cas, vous ne générez plus de recettes puisque les gens n'achètent plus d'importations. Le but principal est d'augmenter les prix. Donc, il ne faut absolument pas s'étonner si le coût de la vie et les prix augmentent lorsque l'engagement réel porte sur des tarifs protectionnistes. Et ensuite, oui, cela risque probablement d'aggraver l'économie et de susciter des appels à la baisse des taux d'intérêt. Il n'y a donc pas vraiment de bonne solution à cela. La solution devrait être la déréglementation. Il devrait être plus facile d'ouvrir des entreprises en Amérique. L'ironie qu'il faut aussi souligner, c'est que c'est la politique monétaire qui a entraîné une grande partie de ces achats constants de biens étrangers et a créé ces énormes déficits commerciaux.
created these huge trade deficits, right? If you had a actually free Si vous aviez une économie de marché réellement libre, où les gens ne pourraient dépenser qu'en proportion de la richesse qu'ils créent, il y aurait alors un flux beaucoup plus équilibré en termes d'exportation et d'importation. Car pour pouvoir se permettre d'importer, ils devraient produire une certaine quantité de biens et de services, ils devraient avoir des économies, ils devraient investir dans le capital, et ce n'est qu'ensuite qu'il leur resterait une partie de cela pour acheter des choses, que ce soit des importations chinoises ou autres. Mais, comme la Banque centrale s'est assurée que cela se produise, le gouvernement américain envoie chaque année plus d'argent que ce que les gens produisent. Ainsi, cela crée une inflation qui permet aux gens de consommer de plus en plus à des niveaux supérieurs à ce qu'ils produisent réellement. Les Américains achètent donc toujours plus de choses alors qu'ils ne produisent pas autant que ce qui pourrait être utilisé pour l'exportation ou pour créer de la richesse aux États-Unis. On pourrait donc en grande partie attribuer ces importants déficits commerciaux à la politique monétaire, mais personne n'en parle. Et je m'attends à ce qu'ils se contentent de dire « Nous voulons plus de relance monétaire pour nous sortir de ce trou causé par les tarifs douaniers. » Alors qu'en réalité, la relance monétaire est en fait à l'origine d'une grande partie de cet excès d'importation. C'est un point très important. Merci de l'avoir soulevé. Et peut-être pour la dernière question d'aujourd'hui, la Réserve fédérale vient de mentionner que la possibilité d'une stagflation augmente. Il y a donc un risque croissant que l'économie, qui est déjà en contraction, poursuive sur cette voie et que les pressions inflationnistes, en partie alimentées par les droits de douane, fassent grimper les prix. Y a-t-il donc un bon argument d'un point de vue économique pour dire que la stagflation est effectivement un risque croissant dont nous devrions être conscients? Eh bien, bien sûr, même la Fed l'admet dans ses commentaires les plus récents. Il voit un risque à la fois de hausse du chômage et de hausse des prix. Ce serait donc très, très mauvais. C'est par définition la stagflation. Et comme vous l'avez également noté, je ne pense même pas que nous en ayons parlé avant que vous ne le mentionniez, au premier trimestre, l'économie s'est en fait contractée. Et maintenant, ils essayent de dire « Oh, c'est pas grave ». C'est parce que les gens ont importé beaucoup plus de marchandises par crainte des tarifs et ce genre de choses. J'ai de gros problèmes avec la façon dont le PIB est calculé, etc. Mais disons simplement que le fait qu'il soit ressorti négatif n'est pas un énorme signe de confiance que l'économie est en plein essor en ce moment. Donc, en tenant compte de cela, en tenant compte du fait que la Fed admet qu'il existe des risques à la fois d'inflation et de hausse du chômage. Et ensuite, si l'on regarde beaucoup des enquêtes qualitatives, on observe les données de la Fed de Dallas sur l'industrie manufacturière, celles de la Fed de Philadelphie sur le même secteur. Et je n'ai pas vérifié récemment celles de la Fed de Richmond. Mais d'après ce que j'ai vu ces derniers mois, ce sont toujours des nouvelles assez banales ou négatives qui en ressortent. Il peut y avoir un pic inhabituel sur un mois, mais dans l'ensemble, si l'on regroupe toutes ces enquêtes vraiment faibles, on pourrait aussi citer le Conference Board. Leurs données ne sont pas très encourageantes non plus. Et quand on regarde tout cela, quand on considère ce que la Fed admet, il faut toujours garder à l'esprit que lorsque la Fed publie des prévisions semi-négatives, quand elle dit « Attention, les risques sont importants », ou dans le Beige Book, où ils ont déclaré « Nous commençons à entendre des signes et des nouvelles de licenciements massifs maintenant », tout ce que dit la Fed doit être interprété comme étant pire que ce qu'ils annoncent, car la Fed présente toujours une image extrêmement optimiste de la situation. Pendant toute cette période, de 2009 à 2012, alors que l'économie était très faible, ils affirmaient toujours que l'économie était stable
que la reprise était régulière. Ils disaient toujours que tout allait bien. Oh, et d'ailleurs, nous maintenons les taux d'intérêt à 0,25%. Donc la véritable preuve, c'est qu'ils avaient peur de laisser les taux d'intérêt augmenter ne serait-ce qu'à 0,5% à l'époque. Ils étaient complètement obsédés par le fait de les garder à zéro parce qu'ils savaient que l'économie était en mauvais état, en 2011 essentiellement. Mais ils n'étaient pas prêts à l'admettre. Et donc, le fait qu'ils soient prêts à dire « Oh, on voit peut-être arriver des licenciements massifs » ou « Nous pensons que le risque de chômage est désormais élevé », ce sont le genre de choses que l'on commence à voir de plus en plus dans les documents de la Fed. Je dirais que ce sont tous des signaux d'alerte qui devraient vraiment nous inciter à la prudence. Et ils essayent de minimiser la situation. Mais ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Et je dirais que c'est une bonne raison de se préparer. Et puis, concernant les données anecdotiques, en fait, ce ne sont même pas des anecdotes. Regardez les chiffres concernant les retards de paiement sur les prêts automobiles, les défauts de paiement hypothécaires, tout cela. Tout cela va à l'encontre d'une économie robuste. Donc en regardant vers l'avenir, je ne suis plus vraiment optimiste. Bien sûr, il pourrait faire remonter ces chiffres avec un nouvel afflux d'argent facile, mais il faudra bien payer l'addition à un moment donné. Mais cela semble être leur seule solution à tout désormais. Baisser les taux d'intérêt, adopter une politique plus inflationniste. Et au-delà du court terme, ce n'est une solution à rien. L'inflation monétaire profite clairement à Wall Street au détriment de Main Street, comme vous l'avez expliqué. Ces politiques favorisent de manière disproportionnée les plus riches en gonflant la valeur des actifs, en augmentant le revenu disponible des plus hauts revenus et en récompensant ceux qui ont d'importantes dettes et investissements. Pendant ce temps, les Américains à faible revenu, qui possèdent moins d'actifs et bénéficient moins de ces politiques, sont confrontés à la hausse des coûts et à des gains de revenus minimes. Ryan, cette conversation a été incroyablement enrichissante. Ce fut un plaisir de vous recevoir comme toujours. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci.